J'avais besoin de l'autorisation de Jérôme Charine pour passer des éditions Casterman où avait été publié La femme du magicien et Bouche du diable. J'avais besoin de son autorisation pour faire valider les contrats avec lui auprès du Lombard où on allait republier tous ses albums. Et donc, lui a profité de l'occasion. J'étais dans une position de demandeur. Donc il me dit, mais t'aimerais pas refaire un truc avec moi, tout ça? Je me voyais mal en train de lui dire, écoute, je te demande un truc, mais non, hein, il y a hors de question. Et donc on s'est mis à travailler ensemble. D'abord sur un thème qui lui était cher, mais qui l'était moins pour moi. Et il voulait travailler sur Charlemagne. Alors peut-être c'est un super thème, mais je dirais que Charlemagne ne m'inspirait pas trop. Par contre, ce que je voulais, c'était travailler sur le dessin. Raconter une histoire en bande dessinée qui parle du dessin. Parce que je trouvais que c'était l'endroit idéal pour pouvoir parler du dessin. Si la bande dessinée est dessinée, c'était bien que la bande dessinée puisse parler du dessin par elle-même. Hein. Ça lui a plu, et là-dessus, je lui ai amené des bouquins que sur lesquels j'étais tombé, qui étaient des bouquins où un type racontait en dessin ce qu'il avait vécu au Goulag. Il était gardien de Goulag et ce gars, il faisait des tatouages pour les droits communs du Goulag. Et j'ai dit voilà, ça c'est intéressant parce que c'est un aspect du dessin dont je voudrais parler. Et donc on est parti là-dessus, il a commencé à écrire l'histoire, on l'a retravaillé une deuxième fois, une troisième fois, puis après je l'ai dessiné. Il y avait une chose qui me fascinait depuis toujours, c'était les gens qui, dans des circonstances très dramatiques, dessinaient. Par exemple, des types qui étaient dans les tranchées de la guerre 14 et qui faisaient des tas de dessins pour montrer ce qu'ils vivaient. Alors il y avait la vie de tous les jours, mais il y avait aussi les corps mutilés, il y avait des tas de moments comme ça. Et plus encore, des reportages que j'avais vus sur des types qui avaient dessiné dans les camps de concentration nazis, qui avaient dessiné ce qu'ils avaient vu. Et sur des bouts de papier qu'ils trouvaient, parce que bien entendu, trouver des bouts de papier dans un camp de concentration, ça devait être sans doute extrêmement difficile. Mais ils arrivaient sur des bouts de papier trouvés par-ci ou par-là, ils arrivaient à dessiner des trucs avec une naïveté parfois énorme, mais et qui dessinaient ce truc, et j'avais l'impression que ça donnait du sens à leur existence là. Ils passaient leur temps à essayer de planquer leurs dessins pour pas être pris, parce que bien entendu, ça devenait un document qui pouvait être corrosif pour le pouvoir. Donc tous les jours, ils déplaçaient leurs dessins. Tous les jours, ils étaient mis en péril. Si on retrouvait les dessins, c'était eux qui étaient mis en péril. Mais en même temps aussi, ils faisaient ces dessins dans la perspective de pouvoir ensuite les montrer, de pouvoir dire, voilà, moi c'est ça que j'ai vécu. Et j'ai dessiné ça sur place. Et donc, ce contexte-là s'apparente assez bien à, bien sûr d'une manière un peu outrancière, parce que les circonstances sont outrancières, mais ça s'apparente assez bien à ce que je peux considérer du dessin comme une manière de se sauver. Mais je ne voulais pas raconter ça dans un camp de concentration nazi, parce que on sait trop, on a tellement vu de choses là-dessus qu'à la limite, je pouvais, je ne vais pas dire affadir ce que je voulais raconter, mais je pouvais en tout cas faire en sorte que, ah oui, on dise encore une énième histoire sur un camp de concentration, etc. Et quand je suis tombé sur les dessins sur le Goulag, là je me suis dit, ben non, c'est à peu près la même chose. C'est des circonstances horribles avec, on pourrait dire, un exotisme différent. On est dans une mort lente dans le Goulag. On est avec des droits communs, mais comme il y avait des droits communs aussi dans les camps de concentration nazis, qui faisaient les capots. Et donc, on a à peu près les mêmes circonstances, mais en même temps, ça me permet de renouveler. Et puis surtout, il y avait la présence presque immanquable du tatouage comme étant un élément original et qui appartient complètement au graphisme,
qui se trouvaient dans ces camps de concentration. Donc pour toutes ces raisons, je me suis dit, ça c'est l'endroit idéal pour raconter cette histoire qui doit parler du dessin, et du dessin sous ses formes les plus... sur cette réaction la plus... la plus curative à la violence, à la cruauté, etc. Il y a dans l'expression du tatouage, dans la manière d'utiliser le dessin sur un support qui est un support qui est le support du corps, donc un autre support que celui avec lequel j'ai l'habitude de travailler, qui est le support papier ou bien toile, ce qu'on veut. Là, d'un seul coup, on est sur de la chair. Et donc c'est un dessin très particulier, le tatouage, qui est d'une certaine manière l'évocation de ce que peut être le dessin pour moi en termes de dessinateur. C'est-à-dire que pour moi, le dessin, c'est quelque chose qui est aussi important que un dessin qui aurait été incrusté dans ma peau. Sauf que je ne suis pas tatoué pour la raison que, justement, je ne vais pas me mettre un dessin sur moi, mais j'aimerais tous les dessins. Les dessins que j'ai aimés chez d'autres dessinateurs, j'aimerais certains dessins que j'ai réalisés moi, et puis je ne voudrais pas non plus me limiter à des dessins qui soient figés une fois pour toutes. Le tatouage est un dessin qui est figé une fois pour toutes, ou en tout cas presque une fois pour toutes. Et donc il y a aussi dans le tatouage plusieurs aspects que je peux analogiquement reporter au dessin. Par exemple, dans le tatouage, il y a du tatouage décoratif. On peut se faire un truc qui ne va pas faire de mal à personne, des enluminures, un truc comme ça. Mais il y a du tatouage qui est pathologique, hein, et donc son versant thérapeutique peut être évoqué aussi par là même. Pourquoi pathologique? Parce qu'on peut s'inscrire dans son corps, ou sur son corps, on peut s'inscrire un événement douloureux. Il y a plein de gens qui sont tatoués parce qu'ils ont eu un événement douloureux dans leur vie et ils veulent se l'incruster en eux. Ça peut être aussi un événement heureux. Mais à partir du moment où on l'a dessiné, il devient incrusté. Et donc quand il est incrusté, il est comme une marque, hein, une marque indélébile. Alors que la vie, elle n'est pas indélébile, elle est toujours mouvante. Et donc il peut y avoir quelque chose de grave à se faire un tatouage sur lequel il est marqué plus jamais de femme dans ma vie, ou une femme qu'on a aimée et puis qu'on n'arrive plus à s'enlever du corps. Ça veut dire qu'elle reste incrustée dans le corps de celui qui la porte. Et donc cette espèce de fixité du tatouage est extrêmement... Alors il y a un autre aspect qui est l'aspect totémique du tatouage. C'est-à-dire qu'on peut aussi vouloir ressembler à un animal totem ou à une personnalité totem et la porter sur soi, comme si on voulait se revendiquer de la même, du même état d'esprit ou de la même existence que celui... Alors si dans les camps russes, ça pouvait être à cette époque-là Staline ou Lénine, auxquels on avait envie de s'identifier. Hein, mais il y en a d'autres aussi qui s'identifiaient au Christ en croix, comme un corps douloureux qui est constamment en train d'être mutilé ou malmené par les événements. Donc ces aspects-là sont des aspects que je voulais évoquer. Pour moi, il y a dans le dessin, comme dans n'importe quelle forme artistique, il y a trois dimensions. Il y a une dimension décorative, celle qui est agréable à voir et qui fait de mal à personne. Il y a la dimension thérapeutique, hein, et il y a, je pourrais appeler ça la dimension universaliste. C'est un dessin qui peut parler à tout le monde, indépendamment de l'époque dans laquelle on se trouve. S'il y a des tableaux dans certains musées qui attirent l'attention du mec d'aujourd'hui, alors qu'ils ont été faits il y a 500 ou 600 ans, c'est qu'en fait, ça dépasse le temps. Ça dépasse même l'aspect extérieur des personnages qui sont dessinés. Il y a quelque chose en plus, il y a quelque chose, en tout cas d'essentiel, peut-être pas en plus, mais d'essentiel dans ces peintures ou dans ces dessins, qui font qu'on touche à une dimension universelle chez celui qui va regarder. Donc ça, c'est trois aspects qui me semblent fondamentaux pour parler du dessin. Tel dessinateur est-il plutôt décoratif
tel autre, il est plutôt dans une dimension convulsive, où il exprime ses tourments intérieurs, et donc il ne va pas arrêter d'exprimer ses tourments intérieurs. Ou alors, est-ce que le dessinateur est dans une dimension où il a échappé à toutes ces pathologies, et il est en train de parler à l'homme universel? Voilà, ça c'est trois aspects qui me paraissent, en quelques mots, essentiels. Le tatouage dans les camps du goulag étaient des tatouages faits par les criminels, les assassins, les brigands. Et il y a une typologie de ces tatouages qui fait que ces tatouages sont extrêmement codifiés. Et donc, il faut savoir, même si bien sûr j'ai pas pu traiter, puis j'ai sans doute pas non plus une culture absolue là-dedans, mais je me suis quand même référé à des gens qui avaient traité du tatouage de ces criminels et qui avaient essayé d'en tirer une encyclopédie en disant que tel tatouage signifie telle chose, tel tatouage à tel endroit signifie telle chose, mais à tel autre endroit peut signifier encore une autre chose. Et donc j'ai essayé de me documenter de façon à être le plus proche possible de l'état d'esprit. Même si je ne voulais pas parler que de ça, c'est pas un documentaire sur le tatouage dans le goulag, c'est me servir du tatouage dans le goulag pour à la fois parler du dessin et parler aussi de l'aventure du personnage dans un climat qui est complètement hors norme, où le pire comme le meilleur de l'être humain peut s'exalter. Mais je me suis en tout cas documenté. Quand on crée des personnages, ça se passe un petit peu comme dans l'histoire. C'est-à-dire que on fait, on pourrait dire, un portrait robot à rebours. On sait que le personnage va devoir vivre un certain nombre de choses. Et donc on se dit, comment est le personnage qui doit vivre ça, 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 ça. Et on constitue comme un portrait robot du personnage. On dit, est-ce que il doit avoir les yeux comme ça, est-ce qu'il doit avoir la bouche comme ça, les oreilles comme ça? Et il arrive un moment où le personnage est complet. C'est vrai pour le héros, comme pour n'importe quel autre personnage. Et après, les personnages vont être comme des pièces de puzzle. Ils vont s'assembler entre eux pour constituer l'histoire. C'est parce que le personnage va agir comme ça que l'autre va réagir de cette façon. Et donc le puzzle est en train, on constitue presque les pièces du puzzle d'une manière allusive, et petit à petit on voit le puzzle se rassembler. Et quand ça se rassemble et que ça marche, c'est l'histoire, elle marche. Le puzzle est complet. Et donc, on a des personnages, alors pour donner un exemple, quand il s'agit de constituer un personnage comme le héros, je me dis, ce gars, il est enfant, il est projeté dans un monde qui est le monde du goulag. Donc il faut imaginer le monde du goulag où on est nourri avec presque rien. Ceux qui peuvent se nourrir correctement sont les criminels et les gardiens. Les autres, les prisonniers politiques, eux, ils vont essayer de se débrouiller par leurs propres moyens, parce qu'ils vont toucher quoi? Ils vont avoir une miche de pain comme ça par jour, ils vont travailler par moins 30, moins 40, parfois moins 50, et on va leur donner un bol d'un brouet chaud le soir quand ils vont rentrer. Et ils n'auront que ça, les mecs. Alors, s'ils n'arrivent pas à aller à l'infirmerie, s'ils n'arrivent pas à se mutiler eux-mêmes pour pouvoir aller à l'infirmerie, pour pouvoir essayer d'avoir des poches de confort qui leur permettent de survivre, ceux-là, ils vont à terme dégager. Ceux qui vont rester sont donc à la fois les gardiens et les criminels. Et donc, je me dis, le personnage, il passe par ça. Il est un orphelin qu'on nourrit mal. Donc il n'a aucun rapport à la gastronomie. Du moment qu'il peut avoir une miche de pain, ça suffit. Il est uniquement dans le besoin. Donc quand il va avoir grandi, quand il va être plus âgé, il va avoir un physique sec. C'est quelqu'un qui va être... qui va pas avoir un rapport... on le voit pratiquement jamais manger dans l'histoire.
Pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire de le voir manger. C'est quelqu'un qui se nourrit, c'est tout. Il prend juste ce qu'il faut de nourriture. Donc ça doit se voir sur son physique. Je dois même pas avoir besoin de le voir en train de manger pour qu'on comprenne que son physique, c'est le physique de quelqu'un. Donc déjà, je vais lui trouver un physique émacié. Je vais lui faire une chevelure de quelqu'un qui n'a pas été, nourri correctement. Donc peut-être ses cheveux sont tombés à cause de ça. Et donc il va avoir une calvitie malgré sa jeunesse. Il aurait fallu par exemple que je lui fasse des dents. Ça, j'ai pas voulu le faire parce que il y a un truc qui est très bizarre, c'est que je voulais pas qu'il ait des dents, parce que bien sûr, quand on est mal nourri, on a le scorbut. Et on a des dents qui tombent, ça se déchausse, etc. Et il y aurait pu y avoir, et puis il n'y avait pas de soins dentaires pour ces gens-là. Donc il aurait fallu aussi que je lui fasse une dentition, mais bizarrement ça ne marche pas. Un héros doit avoir une dentition correcte. Donc il fallait quand même que je lui garde ça. C'est bizarre parce qu'il y a des choses comme ça auxquelles on ne peut pas toucher. Physiquement, faire des dents carriées à un héros, ça ne marche pas. C'est plus un héros, ça devient un mec normal, un mec de... Non, il fallait qu'il ait sa dentition. En même temps, le fait qu'il ait gardé sa dentition, ça lui donne un autre aspect, c'est celui d'avoir la rage. Celui qui a gardé la dentition dans un lieu comme ça, c'est celui qui a gardé la rage, qui a la dentition d'un fauve. Et donc, c'est aussi pour cette raison que j'ai voulu lui garder. Et donc comme ça, on commence à constituer un personnage. Et donc s'il n'est pas beau, c'est qu'il est à la fois l'expression de tout ça, mais en même temps aussi, parce qu'il est toujours en vie, d'une certaine manière, il garde la beauté de sa vie, en tout cas de sa réaction à sa vie. Hein. Pour d'autres personnages, bien sûr, c'est à l'identique. Hein, par exemple, Kirill la baleine, qui est un personnage de roi. C'est un roi, mais c'est un roi. Il fallait que ça soit comme dans Prince Vaillant. Dans Prince Vaillant, les rois, ils sont installés sur un trône. Et puis ils reçoivent les... Et il n'y a que eux qui sont assis, tous les autres sont debout. Mais le roi est... Et donc, il fallait que je lui donne cette allure-là. Mais il s'appelle Kirill la baleine. J'aurais pu faire un mec énorme. Mais non, en fait, il fallait qu'il soit petit. Parce que le problème des mâles dominants, puisque c'est un mâle dominant, et qu'il va avoir un autre mâle dominant comme concurrent, le problème des mâles dominants, c'est que ça ne se voit pas forcément physiquement qu'ils sont des mâles dominants. La domination d'un mâle, c'est quelque chose qui appartient à un univers intérieur. Et donc, on voit tout de suite un individu, même petit, on voit tout de suite si c'est un mâle dominant. Et lui, c'est l'expression du mâle dominant, malgré une petitesse, malgré un physique qui n'a pas l'air d'être très flatteur. Il doit dégager cet aspect mâle dominant. Parce que j'ai essayé de... Ça, c'est un aspect aussi très intéressant à travailler avec la bande dessinée. C'est d'essayer de montrer des choses sans avoir l'artifice de la démonstration habituelle. Si je veux montrer un mâle dominant, je ne vais pas forcément montrer un gorille. Je peux montrer un petit bonhomme, mais il faut que j'aille chercher une autre dimension au dessin, qui est celle de traduire ce que ce personnage pourrait avoir d'intérieur, et que ça puisse se voir, malgré une forme qui ne correspond pas au cliché du mâle dominant, en l'occurrence. Hein. La créativité, elle s'exprime avec l'énergie de la sexualité. Hein. Un artiste va aller chercher l'énergie de la sexualité pour sa production. C'est le même type d'énergie. Hein. Et ce n'est pas une énergie qui est liée, par exemple, à l'énergie affective, émotionnelle, ni à l'énergie intellectuelle. Sinon, ça serait qu'intellectuel, ça serait une somme de concepts. Non, l'énergie de la créativité artistique est liée à l'énergie sexuelle. Et donc, d'exprimer l'énergie sexuelle d'une manière brutale, et en même temps aussi, bon, ça c'est pas quelque chose de pédagogique expliqué dans l'histoire, mais c'est une évocation qui doit toucher, on pourrait dire, l'aspect archétypal de celui qui le lit,
Parce qu'au fond, on sait très bien que c'est notre énergie sexuelle qui est mobilisée pour nos créations. Quand on est créateur, ça c'est sûr. Bon, quand on est moins créateur, on sait que l'énergie sexuelle est une énergie vitale et une énergie de la création, de la procréation même. Donc, de montrer d'un côté cette énergie qui s'exprime d'une manière brutale, parce que les circonstances sont comme ça. C'est-à-dire que dans un camp, les mecs qui ont le pouvoir, les prédateurs, ils vont pas commencer à faire la cour à une bonne femme dont ils ont envie. Et donc ou même une gardienne, si elle a envie d'un enfant pour satisfaire ses besoins sexuels, elle va se saisir et puis c'est tout. Elle va pas commencer à ergoter sur les meilleures conditions pour qu'ils puissent accepter l'islam. Non, pas du tout. Ça va être brutal. Et d'un autre côté, on a la délicatesse du dessin. Et plus encore la délicatesse du tatouage, parce que d'une certaine manière, le tatouage, malgré que ça soit quelque chose de brutal aussi par certains côtés, il faut avoir une certaine sensibilité pour réussir à toucher à la bonne couche de la peau, suivant les individus, parce qu'elle n'est pas la même suivant les individus. Il faut toucher à la bonne couche de la peau pour que le dessin reste incrusté. Et donc, il faut avoir développé une certaine délicatesse, une sensibilité au toucher pour réussir à implanter l'encre là où il faut. Hein. Donc, la sexualité, elle fait partie des éléments, on pourrait dire, reptiliens de l'individu. L'individu reptilien va exprimer sa sexualité d'une manière brutale. L'individu avancé, on pourrait dire un peu plus avancé spirituellement, va lui utiliser sa sexualité dans le travail artistique. Hein. Une histoire, elle est, en tout cas telle que je les conçois, il n'y a pas que l'aspect rationnel d'une histoire. Il n'y a pas que la trame avec s'il a fait ça, il faut absolument que la raison soit évoquée dans le scénario pour qu'on soit sûr d'avoir répondu à toutes les questions. Il y a, exactement comme dans la vie, des tas de moments qui sont totalement irrationnels. Et donc c'est ces moments qui sont totalement irrationnels qu'il faut aussi aborder dans l'histoire. Donc dans la vie, on a plein de moments qui sont des moments irrationnels. Hein. Je vais sortir d'ici. Je vais penser à un de mes amis qui est parti à l'autre bout du monde, et je vais sortir d'ici, puis je vais tomber dessus. Et il va me dire « Ah, c'est marrant, t'es là? Moi, je suis dans les locaux qui sont dessus. » Et si moi, je mets ça dans un scénario, on va pas le croire. On va dire « Là, non, c'est trop facile. Là, le mec, il y a besoin de lui. Justement, il est à l'étage au-dessus. Il n'y a personne qui va croire. » Parce que dans une histoire, j'ai remarqué qu'il y avait un seuil de tolérance. On n'a pas la même logique quand on raconte une histoire ou quand on lit une histoire que lorsqu'on est dans la réalité. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit mettre de côté l'aspect irrationnel. L'aspect irrationnel qui doit intervenir dans une histoire, c'est un aspect irrationnel qui doit s'accommoder du seuil de tolérance de l'irrationnel dans une histoire. Si le seuil de tolérance est débordé, à ce moment-là, on ne va pas croire à l'irrationnel. Pour que ça soit accepté, il faut que ce seuil de tolérance soit respecté. Et donc, dans l'histoire, bien sûr, il y a des éléments qui appartiennent à l'irrationnel, parce que justement, ça fait partie de la vie, mais il faut que ça soit dans un cadre accepté par le lecteur. Le cadre accepté par le lecteur, là en l'occurrence, c'est le fait que le personnage soit capable parce qu'il a développé une intuition un petit peu hors norme, il est capable de projeter des visions sur des gens qui ont vu d'une manière extrêmement évasive un événement se produire, et ils sont capables de dire à peu près ce qu'ils ont vu chez le gars qui a tué la femme ici ou là, ou qui a volé tel truc. Ils sont capables de dire « Ah, mais il était peut-être comme ci ou comme ça ». Mais lui, il a la capacité de visualiser ce que la personne a pu voir en l'espace de quelques secondes. Ça, c'est possible. C'est possible parce que le dessin amène à développer aussi une intuition. Et le dessin
Et surtout, tout l'itinéraire du personnage qui est décrit après, c'est un itinéraire où on le voit par exemple se battre la nuit, parce qu'il a été obligé de se battre avec des bandeaux sur les yeux. Et donc il a forcément développé une capacité à sentir. Dans les arts martiaux par exemple, il y avait un des stades avancés des pratiquants d'arts martiaux, qui est décrit dans toute la littérature des sabreurs, par exemple, des escrimeurs japonais, où le type est en état de méditation, et d'un seul coup, il quitte l'état de méditation, il prend son sabre et il coupe derrière lui. Et il se trouve qu'il y avait un mec. Et donc, un des stades d'avancée du pratiquant, c'était celui d'avoir une perception qui était au-delà des sens habituels. Et donc on peut imaginer que le personnage ait cette capacité. L'aspect spirituel m'intéresse au plus haut point. Et je pense même que c'est parce que le dessin existe et que je l'ai pratiqué que j'en arrive à concevoir qu'au fond, aujourd'hui, l'esprit est partout, en fait. C'est une vision parcellaire qui fait qu'on a l'impression que la chaise existe pour elle-même, que lui il existe pour lui-même, vous existez pour vous-même, et moi aussi. C'est un a priori nécessaire à la vie, mais c'est un a priori qui, au moment de la mort, va s'évader. Cet a priori va disparaître. Mais en même temps aussi, on a besoin de cet a priori pour pouvoir vivre ensemble. Parce que justement, le jeu de l'esprit, c'est d'emprunter des tas de formes différentes, des tas d'illusions différentes qui se sont construites sur des tas de désirs de votre entourage sur vous, qui ont fini par vous construire une personnalité à laquelle vous vous êtes identifié. Mais au fond, c'est qu'une identification de l'esprit, il y a un jeu étrange de l'esprit qui veut, pour pouvoir exister dans ce monde, il faut qu'il s'identifie à des formes. Il faut qu'il s'identifie à une individualité qui est justifiée dans ce monde, c'est justifié complètement. Mais en même temps aussi, si on regarde quelqu'un qui est en train de mourir, il est en train de perdre son identification. Il se désidentifie. Et pour aller où? Pour en fait libérer à nouveau son esprit. Pas son esprit à lui, mais ou plutôt pour libérer l'esprit qui était à l'intérieur de lui. Et donc si on voit les choses à travers les yeux d'un dessinateur, on s'aperçoit que nous les dessinateurs, qu'est-ce qu'on fait? On a une surface blanche. Cette surface blanche peut exprimer, par voie analogique, l'esprit. Mais on va y faire des formes. Et donc, en faisant une forme, je vais emprisonner à l'intérieur une forme d'esprit. Je vais donner une forme à un bout d'esprit. Je vais localiser l'esprit à l'intérieur de cette forme. Et en localisant l'esprit à l'intérieur de cette forme, je redéfinis aussi forcément tout l'esprit qui est autour. Et je vais commencer à créer une relation entre cette forme et tout le reste qui n'est pas cette forme. Et je vais rajouter une autre forme qui va arriver. Et elles vont entrer en relation. Mais c'est toujours sur le même support. Le même support, c'est celui de l'esprit, si on prend cette analogie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu de l'esprit avec lui-même, mais qui prend des formes différentes. Et donc l'esprit s'amuse avec lui-même. C'est comme ça que je le vois. En termes de dessinateur, je m'amuse à projeter sur une feuille blanche qui était immaculée des jeux de l'esprit. Et donc, que le personnage soit comme ci ou comme ça, ce sont des formes adaptées à l'histoire que je veux raconter, mais comme n'importe quelle histoire humaine est une histoire. Vous avez une histoire, lui il a une histoire, il a une histoire, et donc ces histoires se racontent grâce à tous ces jeux de formes, tous ces formes qui emprisonnent des formes à travers leurs formes l'esprit. Eh ben, ça va créer des histoires. Et au fond, le jeu de la réalité, c'est le jeu d'histoire. C'est les histoires qui s'amusent les unes avec les autres,
avec plus ou moins de cruauté, avec plus ou moins de... Pourquoi tout ça? Parce que c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Elle a avec énormément de cruauté, énormément de passion amoureuse, énormément de conflits émotionnels, intellectuels, etc. Mais au fond, tout ça, c'est une espèce d'énormes tumultes qui sont autant de formes qui empruntent l'esprit pour s'amuser entre elles. Je pense que ce qui manque à certains lecteurs, c'est la clairvoyance. C'est de se rendre compte que, au fond, la bande dessinée, c'est un outil essentiel et que certainement par, je dirais, arrogance intellectuelle, ils ont tendance à considérer la bande dessinée comme étant justement un élément périphérique à l'art, un art mineur, à ceci, cela. Alors pourquoi? Parce qu'au fond, ils ont oublié qu'ils avaient commencé à apprendre le monde en dessinant. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que n'importe quel enfant, avant même d'écrire, il dessine le monde. Il dessine le monde pour vérifier tout ce qu'on lui dit sur le monde. Si on lui dit, tu vois, ça c'est un cheval, et à côté ça c'est une vache. Alors, il dit, bah non, c'est 2 chevaux. Ah, regarde, il y a des cornes à la vache. Ah, il va avoir les cornes. Mais ça va pas lui suffire. Il va falloir qu'il les dessine. Et quand il aura dessiné les cornes, à ce moment-là, il aura intégré la vache en lui. Et c'est la raison pour laquelle l'enfant va commencer à aborder le monde en dessinant ce qu'on lui dit du monde. Nous, les dessinateurs de bande dessinée, on est les gens qui avons continué à dessiner. Les autres ont arrêté. Et parce qu'ils ont arrêté, ils ont à la fois, bien sûr, la frustration de ne pas avoir été jusqu'au bout de l'exploration du monde. Et en même temps aussi, ils ont accepté, parce qu'ils sont entrés dans l'univers du concept, l'univers du mot, c'est l'univers du concept, alors que l'univers du dessin, c'est l'univers de l'incarnation. C'est comment on incarne une idée, et comment on vérifie qu'on a bien compris son incarnation. Si je suis capable de dessiner la vache qu'on m'a appris à voir, c'est que cette vache est incrustée en moi maintenant. Hein? Tandis que si on me dit la vache, elle a ça, 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 et que je me contente uniquement de la regarder, je ne l'aurais pas intégrée en moi. Le dessinateur, c'est celui qui intègre. Et ça, c'est sans doute aussi une des formes les plus sophistiquées de l'art contemporain, et qui est dans la bande dessinée, et je pense pas beaucoup ailleurs, c'est que la bande dessinée, sa vocation, c'est l'intégration de tout ce qu'on peut avoir autour de nous, de façon à pouvoir le restituer aussi facilement qu'on parle avec les mots. Parler avec les mots, ça nous semble évident maintenant, de parler avec des mots. Mais on a oublié qu'on avait appris le mot pendant le mot, l'organisation, la grammaire, la syntaxe. On l'a appris pendant 30 ans. Et on n'est pas encore devenu Flaubert pour autant, on n'est pas encore devenu un grand écrivain pour autant. Mais il nous a fallu quand même 30 ans pour pouvoir exprimer notre pensée d'une manière la plus évidente possible pour celui qui l'écoute. Hein. Alors que le dessinateur, lui, son cheminement, c'est d'intégrer tous les éléments de la vie qui sont autour de lui dans un vocabulaire qui lui est propre, avec une syntaxe qui lui sera propre, donc qu'il doit lui aborder, découvrir, structurer, etc., de façon à ce que quelqu'un qui ne la connaît pas puisse la reconnaître. Et donc jouer avec l'expérience d'autrui. C'est ça qui est intéressant avec la bande dessinée. C'est que, et on n'a pas ça dans d'autres formes artistiques. Le dessinateur, s'il veut représenter tout ce qui se passe ici, il faut qu'il connaisse d'une manière totalement consciente la perspective, savoir la résistance, avoir une expérience consciente de la résistance des matériaux, savoir que ce truc-là, si les pieds sont plus écartés, la table ne va pas tenir, et donc il va faire en sorte qu'elle tienne,
Et donc ça, quand il va le dessiner, il va le dessiner totalement consciemment. Pour que le lecteur, quand il balayera avec son œil, reconnaisse les éléments de son vécu, sans même savoir qu'il est en train de les reconnaître. Mais si par contre, il y a un élément qui ne tient pas avec son expérience vécue, si par exemple la table, elle n'est pas dans la même perspective que la chaise qui est derrière, il va sentir un malaise. Il ne va pas être capable de dire « mon malaise vient de là », mais son œil qui a expérimenté la réalité va se dire « mais il y a quelque chose qui ne va pas ». Et à ce moment-là, il y aura une obstruction à sa lecture. Nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que tous les éléments se combinent d'une manière à ce qu'il y ait une évidence de lecture pour le lecteur, qu'il y ait une reconnaissance complète de son univers expérimental. Hein. Donc nous, on doit faire le travail conscient de ça. Le lecteur ne le fait pas, puisqu'il n'est pas dessinateur. Il ne l'a pas forcément fait. Hein. Et donc, le cheminement artistique d'un dessinateur de bande dessinée, d'une certaine manière, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que quand on sait dessiner, quand on a abordé la perspective, quand on sait dessiner une forme, quand on a abordé la texture d'une forme, en se disant comment je vais traduire le velours dans cette image, par quel moyen je vais pouvoir utiliser pour faire en sorte qu'on sente que c'est du velours. Eh bien, si j'arrive à faire sentir que c'est du velours à celui qui va regarder, c'est que moi j'ai pris tous les moyens pour pouvoir comprendre la texture du velours et de la retranscrire. Et ce cheminement-là, il est vrai ou faux. C'est-à-dire qu'on reconnaît ou on ne reconnaît pas. Si la perspective n'est pas bonne, on la voit tout de suite ou on ne la voit pas. Et donc on sait très bien qu'on ne peut pas mentir avec la bande dessinée. Avec le dessin de la bande dessinée, on ne peut pas mentir. Et d'une certaine manière, si j'ai eu une attirance vers la bande dessinée, c'est pour cette raison aussi. C'est-à-dire que la bande dessinée, elle est honnête. La beauté d'un dessin, c'est pas son brio esthétique, c'est sa justesse. La justesse. Ça, c'est ce qui me paraît aujourd'hui le plus important. Alors, ça demande aussi des explications sans doute, mais bon, en tout cas, le terme être juste dans le dessin, c'est extrêmement important. Mais être juste dans le dessin, ça veut dire être juste aussi dans le jeu des comédiens qui vont jouer, donc dans le jeu des personnages qu'on va faire jouer, dans le jeu de leurs relations, dans le jeu de leurs mouvements. Dans tout ça, il faut être juste.